Bonjour François Dupuis. Je vous remercie vivement d'avoir accepté cette invitation que je vous ai faite, de vous interviewer. En fait, je vous connais depuis 2010. Je vous ai découvert à l'époque où j'étais en executive MBA. Je m'intéressais au fonctionnement de l'entreprise et à son amélioration. Et j'ai lu je vous ai découvert. J'ai rédigé un mémoire sur la thématique comment améliorer l'innovation organisationnelle et la transformation managériale par le design thinking. Je vous ai beaucoup cité, aux côtés aussi de Norbert Alter qui parlait de l'innovation ordinaire et puis de Gary Hamel. Voilà. Vous étiez un peu mes trois piliers de réflexion. J'ai suivi ensuite vos autres ouvrages et puis j'ai été très heureuse de voir que vous étiez présent aussi sur LinkedIn, accessible, qu'on pouvait échanger avec vous, ce qui m'a donné envie de vous contacter pour vous interroger, pour avoir votre regard sur un certain nombre de choses d'actualité. Je vous remercie vivement d'avoir répondu à mon appel. Déjà dernièrement, une petite introduction, c'est que je vous ai entendu dire lors d'une interview, il n'y a pas trop longtemps, je pense que c'était en novembre, en tout cas c'était cet automne, que au-delà des mots, il n'y a pas eu vraiment de rupture entre l'entreprise du XXe siècle et celle du XXIe siècle, et que finalement la bureaucratie n'avait jamais été aussi puissante et installée dans le secteur marchand qu'au début de la crise du Covid. Ma première question, c'est est-ce que vous ne ressentez pas une certaine lassitude à constater que finalement, jusqu'à présent, peu de choses se sont améliorées? Comment vous vivez ça, en fait? Alors, comment moi je le vis, c'est pas le sujet peut-être le plus important. Le plus important, c'est le constat. Et effectivement, ce que j'essayais de dire en arrêtant la pendule au début de la crise Covid. Je vais dire pourquoi. Parce que la crise Covid, vous savez, c'est comme les guerres. Ça fait beaucoup de malheur, voilà, beaucoup de désespoir et en même temps, c'est un vecteur d'innovation. C'est comme ça. Donc, on peut penser que la crise Covid pourra changer ou peut changer des choses en matière de management. Mais si on arrête le temps au début de cette crise Covid, effectivement, on n'était jamais dans le secteur marchand allé aussi loin dans la processisation des activités. Et par conséquent, on n'était jamais allé aussi loin dans la construction, à la fois dans la croyance dans le gouvernement par la règle et dans la construction d'une bureaucratie de plus en plus fermée, de plus en plus bouclée, et par l'intermédiaire notamment de process qui n'ont cessé d'évoluer, de process indiquant aux gens ce qu'ils devaient faire, à des process indiquant aux gens comment ils devaient le faire. Et ce qui est intéressant, c'est que finalement, tout ce que l'on appelle les outils de gestion, alors il y a les process dont je viens de parler, mais il y a les systèmes de reporting, il y a les indicateurs de performance, bref, tous ces outils-là ont une fonction théorique qui est de contrôler toujours au plus près ce que font les gens. Voilà. Et comme toujours, et c'est spécifique, enfin, c'est pas spécifique, mais c'est ce qui se passe dans ce genre de situation, eh bien, l'objectif atteint est à l'opposé de l'objectif recherché. C'est-à-dire qu'effectivement, plus on crée d'outils, de moyens coercitifs pour vérifier ce que font les gens et comment ils le font, et plus il est impossible concrètement par là, de fonctionner en utilisant tous ces outils. Donc, pour que la machine continue à fonctionner, il faut bien que les gens acceptent de ne pas les utiliser, de les contourner, de tout ce que vous voulez. Et donc, finalement, vous les avez émis pour contrôler ce qui se passe. Et le résultat, c'est que vous ne contrôlez plus très bien ce qui se passe dans votre organisation. Ce qui est un peu la situation du secteur public,
Et c'est pour ça d'ailleurs que un des arguments que je tiens de plus en plus consiste à dire que il y a, c'est vrai, où il y avait jusqu'avant la crise Covid, enfin, il faut voir, mais il y a un rapprochement entre le public et le privé. Ce rapprochement, contrairement à ce que raconte tout le monde, ne provient pas du fait que le public s'inspire des méthodes de management du privé, ce que l'on appelle, quand on est poli, le New Public Management, mais c'est bien plutôt le privé qui se rapproche du public, comme je viens de le dire, par cette croyance effrénée dans la règle pour contrôler une organisation dont on perd de facto de ce fait le contrôle. C'est un cercle vicieux. En quelque sorte. Et donc, la rupture a-t-elle lieu actuellement? Et donc, quel est l'impact de la gestion du Covid et notamment du télétravail sur le monde de l'entreprise? Alors, là, ça nécessite une plus longue dissertation. Je crois qu'il faut comprendre une chose d'abord. C'est qu'on est encore dans la crise. Donc, si, comme nous le souhaitons tous, on en sort enfin un jour, j'en sais rien, mais de vague en vague, ça paraît difficile. Hein. Et donc, on ne peut pas savoir, dans ce que l'on constate aujourd'hui, on ne peut pas savoir ce qui sera maintenu le jour où la situation sera devenue un peu plus normale. Donc, il faut faire très attention en disant ça a changé, ça a changé. Oui, ça a sans doute changé sur l'instant, mais est-ce que ça se poursuivra après? J'en sais rien. Alors, on va prendre quelques exemples, si vous voulez. Par exemple, il y a une chose qui me paraît frappante. Vous voyez, comme vous le savez, dans la première année, en 2020, de cette crise Covid, avec deux de mes collègues, on a fait une très grosse étude sur la façon dont les entreprises, les organisations d'ailleurs, géraient cette crise Covid. On a fait un gros travail là-dessus. Et on avait eu la chance que ce travail soit précédé au mois de mars 2020, juste au tout début alors, du confinement, par la demande d'une de ces entreprises qui nous avait demandé d'étudier comment les Français et les Américains réagissaient au confinement. Alors pour la France, c'était plus facile à faire, même si c'était par téléphone, toujours les interviews. Pour les États-Unis, ce fut par téléphone aussi, en Caroline du Nord, parce que le gouverneur de Caroline du Nord est, je crois, le premier d'ailleurs à avoir confiné son État. Mais ce qui nous intéressait, c'était les Français. Et d'un certain point de vue, on avait intitulé le rapport qu'on avait fait « Le temps retrouvé ». C'est-à-dire que les Français avaient retrouvé du temps. Ouais. Ils avaient retrouvé de l'autonomie dans l'organisation de leur temps. Ils s'étaient d'ailleurs formidablement bien organisés pour faire face à cette situation de confinement, faire travailler les enfants, s'occuper de la maison, etc., etc. Et lorsque l'on est passé au télétravail, vraiment, parce que là, le télétravail s'est installé, eh bien, ce temps retrouvé, c'est devenu de l'autonomie retrouvée. Et effectivement, les gens avaient déjà appris à s'organiser leur travail, etc., etc. Et donc, ça a fait découvrir petit à petit deux phénomènes. Le premier, c'est effectivement l'autonomie, et je ne suis pas sûr qu'on arrive à faire renoncer tous ces gens qui ont travaillé en autonomie. Devancer ma question suivante. Oui. Voilà, je ne suis pas sûr qu'on arrive à les faire renoncer à cette autonomie et à les ramener dans un travail beaucoup plus standardisé, tout ce que vous voulez. Mais d'autre part, ce qui est intéressant aussi, c'est que dans cette affaire-là, l'encadrement de proximité a joué un rôle qui est un rôle absolument essentiel. Alors, pour deux raisons, il est essentiel. Vous voyez, nous avons coutume de dire c'est l'encadrement de proximité qui a géré la crise. C'est presque une banalité de dire ça à la réflexion. Pourquoi? Parce que gérer la crise, qu'est-ce que ça voulait dire et qu'est-ce que ça veut dire gérer la crise? Ça veut dire assurer la continuation de l'activité. Et c'est bien entendu, c'est l'encadrement de proximité qui assure la continuation de l'activité. Et nous avons vu, et nous avons écrit, et nous avons décrit plusieurs fois que pour assurer cette continuation de l'activité,
l'encadrement de proximité avait pratiqué ce que nous avons appelé la désobéissance organisationnelle, c'est-à-dire ce que nous définissons comme s'exonérer par soi-même de l'application d'un certain nombre de règles émises par sa propre entreprise au motif que l'utilisation de ces règles, processus, process et autres ne permettrait pas d'assurer la continuation de l'activité. Et on a fait confiance à cet encadrement de proximité, c'est-à-dire que personne ne lui a reproché dans les entreprises cette désobéissance organisationnelle. Tout le monde a été bien content. De la même façon, on a vu se créer, que ce soit en présentiel d'ailleurs, télétravail, ou en distanciel, que ce soit en distanciel, télétravail ou en présentiel, on a vu se créer un rapprochement fort entre cet encadrement de proximité et les équipes qu'il avait à diriger. En distanciel, ça a été particulièrement intéressant parce qu'il était impossible de contrôler ce que faisaient les gens. Alors bien sûr, vous voyez, madame, quand on se parle, vous et moi, vous pouvez contrôler que je suis connecté. Ça, c'est... Voilà. Mais si vous vous amusez à faire ça, il y a eu des tentatives, mais ça n'a pas marché. Donc, vous voyez, à ces deux niveaux, on fait confiance à l'encadrement de proximité. L'encadrement de proximité fait confiance à ses équipes. Ça a permis de donner à cette notion de confiance, autour de laquelle les entreprises tournent depuis des années et des années, sans réussir à en faire une pratique effective, ça lui a donné du contenu. Voilà. Et un des enjeux à venir, ça va être de se dire, mais est-ce qu'on est capable de continuer sur ces relations plutôt confiance, ou on en revient au contraire à des managements beaucoup plus coercitifs? Et ça, c'est un enjeu fort pour l'avenir. Voilà. Donc, je dirais que là, vous voyez, ça change. Et alors, vous pourriez continuer, vous pourriez tirer le fil. Parce que si vous dites, c'est l'encadrement de proximité qui a géré la crise. D'ailleurs, il y a lui et puis les dirigeants qui ont géré la crise aussi. Et alors, quid de l'encadrement intermédiaire? Qu'est-ce qu'il est devenu là-dedans et qu'est-ce qu'il devient? Et c'est vrai que ce que nous avons constaté, c'est que cet encadrement intermédiaire a eu beaucoup de mal à se positionner entre eux, effectivement, cet encadrement de proximité qui gérait au jour le jour, et puis les dirigeants qui faisaient ce qu'ils avaient à faire pour que tout ça soit possible, et le positionnement de l'encadrement intermédiaire qui traditionnellement était plutôt tourné vers le command and control. Oui, ce classique-là a plutôt tendance à se tourner vers une fonction d'appui, vers une fonction d'aide, etc. Mais ce n'est pas facile de faire ça. Donc, il va falloir regarder comment évolue maintenant cet encadrement intermédiaire. Et puis, vous pouvez pousser encore plus loin. Vous pouvez dire, mais si la crise a été gérée par la désobéissance organisationnelle, qui est d'ailleurs la façon dont bon nombre d'organisations travaillaient précédemment. Mais si elle a été gérée par la désobéissance organisationnelle, c'est-à-dire par s'exonérer du fatras bureaucratique, j'appelle ça comme ça, même si dont je parlais tout à l'heure, l'envahissement bureaucratique dans le secteur marchand. Ben, qui est le producteur de ce fatras bureaucratique? Ce sont ce que l'on appelle les fonctions support-siège. Eh bien, vous avez aujourd'hui un certain nombre de gens, je ne citerai pas, bien entendu, qui se disent, mais dans le fond, ça marche aussi bien si ce n'est mieux dans ce fatras bureaucratique que ça ne marchait avant. Donc, la question se pose, c'est est-ce qu'on doit revenir vers cette émission effrénée de bureaucratie par ces fonctions support-siège, ou est-ce qu'au contraire, on doit y mettre un frein et à l'intérieur d'un cadre défini par le dirigeant, qui est le cadre de ce qu'on appelle le non négociable, d'accord, faire beaucoup plus confiance aux acteurs eux-mêmes pour qu'ils trouvent les moyens d'organiser le travail. Donc ça, c'est une question, mais est-ce que vous pensez que les entreprises sont prêtes à ça? Enfin, je pense que c'est du cas par cas, dans tous les cas. Voilà, c'est du cas par cas. Il y en a au moins une ou deux que je connais bien et qui sont prêts et qui l'ont déjà entamé. Donc, il y en a une ou deux qui l'ont déjà entamé. Voilà, et comme on le sait, c'est une règle d'or des bureaucraties. Tant que les bureaucraties ont les moyens humains de produire de la bureaucratie, elles en produiront toujours. Ce qui veut dire qu'il y a des entreprises qui s'orientent vers une réduction drastique de leurs effectifs des fonctions support-siège. Parce que c'est le meilleur moyen pour que l'on ne retourne pas
dans ce délire procédurier dans lequel on était précédemment. Vous voyez, il y a quand même quelque chose de transformation du management via la crise Covid. Donc, moi, je me garderais bien de dire voilà ce qui va se passer, voilà ce qui va passer, voilà ce qui va se passer, parce que je ne suis pas un expert qui s'exprime à la télévision et qui donc connaît l'avenir. Voilà, les sociologues sont quand même beaucoup plus forts pour prédire le passé que l'avenir. Voilà. Et donc, moi, je fais des constats à partir d'études que je fais, plutôt que de parler d'impressions que je pourrais avoir. Je parle de choses que je connais, mais je ne peux pas dire voilà ce qui va se passer et voilà ce qui ne va pas se passer. Tout à fait. Alors, vous avez... Attention, il y a mon chat qui vient me perturber. Donc, vous avez répondu déjà à une partie de mes questions. Effectivement, voilà, je me disais, il semblerait que les travailleurs aient gagné beaucoup en autonomie et il me semble que lorsqu'on a pris goût à l'autonomie, c'est difficile d'y renoncer. Voilà, donc je me posais la question aussi, mais vous y avez aussi, je pense, répondu. Peut-on alors espérer que le monde du travail évolue réellement au-delà des mots vers plus d'autonomie, de responsabilisation, de transversalité, d'intelligence collective et donc peut-être de sens? Donc effectivement, vous avez parlé de l'autonomie. Excusez-moi, j'aurais une nuance. Comment? Vous dites vers plus de transversalité. Oui. Alors là, je nuancerai parce que le télétravail a plutôt resiloté les organisations qu'il a favorisé la transversalité. Et pour des raisons, d'ailleurs, quand on l'a étudié, qu'on a réussi à bien comprendre, quand des gens sont à télétravail, malgré tout, ils ne communiquent pas aussi aisément que quand ils sont en présence les uns des autres. Et donc, tout naturellement, les organisations ont eu tendance à dire, bon, pour faire simple, on va donner ce dossier, on va le donner à telle personne, ou on va le donner à tel petit groupe de personnes, et ils le traiteront comme ça, plutôt que de mobiliser des tas de gens, etc. Donc, ça a plutôt resegmenté les organisations que ça n'a aidé à la transversalité. La mise en place de cette transversalité ayant la double caractéristique d'être une nécessité absolue, mais pour le moment, un rêve quasi inatteignable pour les entreprises. Ouais. Ok. Après, c'est pareil. Si on, enfin, je veux dire, c'est pareil. Dans la mesure où ils ont plus d'espace de liberté, d'autonomie et où ils s'affranchissent un petit peu des règles, des contrôles, parce que ce qu'ils doivent faire, bah, c'est leur travail et donc ce qui doit faire sens au final. On pourrait imaginer que si ça devient nécessaire de travailler de manière transversale parce que sinon ils n'arrivent pas à faire ce qu'ils ont à faire, ils vont pouvoir aller vers, s'ils s'affranchissent encore une fois d'un certain nombre de choses, ils vont avoir plus d'espace de liberté pour le faire. Les dieux du management vous entendent. Oui. Alors en fait, enfin voilà, moi mon travail à moi, c'est justement d'essayer de faire travailler les personnes en intelligence collective de manière transversale. Et ça m'a beaucoup parlé lorsque vous m'avez dit effectivement que les silos, en fait, au-delà du discours de dire bah, il faut casser les silos parce que tout le monde est a priori et en théorie d'accord là-dessus, mais que c'est très difficile parce que ça protège les gens, en fait. Je me souviens que vous aviez dit ça. Et ça m'avait beaucoup marqué et intéressé parce que moi, je pense qu'effectivement, je le vois bien dans les projets que je mène, de manière transversale, je remets un cadre en fait de protection autour des personnes pour leur donner un cadre temporel et spatial pour leur dire pendant ce temps-là et cet espace-là, vous avez le droit de travailler autrement et c'est moi quelque part qui donne les règles du jeu et qui les protège en fait de toute interférence extérieure et d'injonction paradoxale extérieure pendant ce cadre-là. Après, quand le projet est terminé, bah, bien sûr, ils retournent dans leur monde habituel. Mais en tout cas, pour moi, le côté transversal, il ne peut exister. Le travail désiloté ne peut exister que s'il y a un autre cadre qui vient se mettre autour pour protéger justement les personnes. Et voilà. Oui. Ce que vous dites est un peu complexe. Moi, je dis toujours la chose suivante. On va employer le mot coopération.
La coopération, je l'ai dit, c'est une nécessité. Et pourquoi c'est une nécessité qui est apparue dans le temps? Et effectivement, je reviens sur ce que je disais, le travail taylorien, siloté, segmenté, séquentiel, enfin, employant toutes les expressions, est extrêmement protecteur. Tout simplement parce qu'il exclut les situations de dépendance entre les acteurs. Or, vous voyez, 45 ans de sociologie m'ont montré une chose, c'est il est probable que ce qui est le plus recherché par les acteurs dans n'importe quel type d'organisation, c'est l'autonomie. L'autonomie est le bien le plus précieux dont peuvent disposer les acteurs dans les organisations. Très bien, quand on travaille en silo, on a une autonomie relativement large et on est bien protégé. Le problème, c'est que ce travail en silo, vous pourriez me dire, mais si c'est aussi merveilleux, pourquoi cherche-t-on à en sortir si les gens sont heureux là-dedans? On cherche à en sortir parce que, certes, c'est très protecteur, mais ça produit des biens et des qualités de faible, des biens et des services de faible qualité à des coûts élevés. Ce que moi j'appelais quelquefois pour l'administration publique le surcoût du service pauvre. C'est-à-dire ça coûte cher, mais le service n'est pas terrible. Et donc, quand la concurrence est ouverte, il a bien fallu que l'on réponde à une demande de client qui, si je la résume aujourd'hui telle qu'elle est, c'est moi je veux plus pour moins. C'est ce que dit le client aujourd'hui. Je veux mieux, je veux plus pour moins. Alors, une fois qu'on s'est irrité en face de cette équation impossible, si on veut survivre, il faut bien essayer d'y faire face. Et la façon d'y faire face, effectivement, c'est de trouver d'autres modes d'organisation. Et le mode coopératif est un moyen de faire face à cette demande, puisqu'on sait que la coopération, c'est ce qui permet de réduire les coûts tout en améliorant la qualité, ce que les premiers, l'industrie automobile, nous a montré de façon claire. Le problème, c'est que, ce faisant, eh bien, on s'attaque à l'autonomie des acteurs quand on fait ça. C'est-à-dire qu'on comprend bien que coopérer, c'est un mot à connotation très positive, c'est comme transversalité, c'est un mot à connotation très positive, mais c'est humainement extrêmement coûteux. Je veux dire qu'il est beaucoup plus facile de ne pas coopérer que de coopérer. Pourquoi? Mais parce que, pour rejoindre ce que je disais précédemment, le fait de coopérer vous met dans des situations de dépendance. C'est-à-dire, si vous, madame, vous et moi, nous avons à coopérer, peut-être que vous allez dépendre de moi, mais enfin, moi, je vais dépendre de vous. Et s'il y a quelque chose que nous exécrons dans les organisations, et tous autant que nous sommes, nous exécrons, c'est de dépendre des autres. Et donc, dès lors que l'on prononce le mot de coopération, dans ce cas-là, on détruit, au sens fort du terme, les formes protectrices du travail antérieur. Et par conséquent, eh bien, toutes les entreprises ont beaucoup de mal à instituer de la coopération parce que les acteurs étant intelligents, ils comprennent rapidement tout ce qu'ils ont à perdre dans ces modes coopératifs par rapport au système protecteur antérieur. Et c'est ce qui, au début des années 2000 et même 2010, etc., a produit les formidables stratégies de désengagement du travail que l'on a pu constater. C'est-à-dire, vous me proposez une dégradation de mes conditions, non pas de travail, mais de mes conditions du travail, ce qui n'est pas la même chose. Moi, ma riposte, ça va être un investissement bien moindre dans le travail. Quelle différence vous faites, les conditions de travail, les conditions du travail? Oui, les conditions de travail, c'est l'ergonomie, par exemple, c'est la sécurité, tout ce que vous voulez. Les conditions du travail, c'est l'organisation, excusez-moi, dans laquelle je travaille. C'est pour ça que je distingue conditions de travail et conditions du travail. Donc, par exemple, vous pouvez dire que les conditions, oui, si vous prenez, je ne sais pas moi, depuis les années 90, les conditions de travail ont cessé de s'améliorer, les conditions du travail ont cessé de se détériorer. Voilà, vous voyez le dire comme ça. Et donc, une fois que l'on a dit ça, qu'est-ce que l'on fait? Eh bien, on se dit, mais comment on peut faire pour que les gens coopèrent? Alors, il y a différentes stratégies qui ont mis en place les entreprises. C'est très, très intéressant à suivre. On a créé, quelquefois aidé par les cabinets de conseil, on a créé les règles de la coopération.
On va dire, ben voilà les bonnes règles pour. Alors, comme font les cabinets de conseil toujours, c'est les 6 clés pour bien coopérer au sein d'une organisation. C'est stupide. Moi, je ne sais pas pourquoi il n'y en a pas 7 ou il n'y en a pas que 5. Non, il y en a 6 clés. Voilà, enfin, ça, si vous voulez, c'est du blabla que l'on vend à des gens qui sont assez gogo pour les acheter. C'est très bien. Il faut que tout le monde vive, c'est pas grave. Puis, il y a une deuxième, comme ça ne marche pas, il y a une deuxième stratégie qui a été mise en place par les entreprises, c'est l'injonction. Oui, bah ça, l'injonction, ça ne peut pas marcher. Ah oui, Mais moi, j'ai une piste quand même. Et de ce que attendez, je voudrais terminer, excusez-moi, je Pardon. veux juste terminer là-dessus. Donc l'injonction, ça ne marche pas, ça s'est exprimé à travers les valeurs et à travers un contresens formidable sur les valeurs que je vais énoncer, mais que je ne développerai pas parce que je n'ai pas le temps, à travers la croyance que nous avons le comportement de nos valeurs. Donc, si nous instituons la valeur coopération, ben, nous coopérerons. Alors, dans la réalité de la vie, n'est-ce pas, nous avons les valeurs de notre comportement. C'est l'inverse. Donc, l'idée que si on change les valeurs, on va changer les comportements est fausse. Par contre, si on arrivait à changer les comportements, on pourrait changer les valeurs. Donc, l'injonction, ça ne marche absolument pas. Et donc, il reste une troisième voie, mais qui est une voie extrêmement difficile à faire explorer par les entreprises parce qu'elle est de nature systémique, donc complexe, et que les entreprises n'aiment pas la complexité. C'est comme ça. Elles la créent et elles la détestent. C'est comme ça. Mais qui consiste à dire, bien, partons de l'idée largement démontrée par tous les scientifiques qui ont travaillé là-dessus, que les acteurs sont intelligents, c'est-à-dire qu'ils trouvent des solutions cohérentes avec le contexte, les contextes dans lesquels on les met, et interrogeons-nous sur quels sont les contextes organisationnels qu'il est nécessaire de mettre en place pour que coopérer devienne pour les acteurs une stratégie rationnelle. Voilà. Alors quand vous le formulez comme ça, c'est compliqué. C'est compliqué quand vous le formulez comme ça, et c'est compliqué d'autant plus que les entreprises ne veulent pas se lâcher des pieds et des mains en même temps. Par exemple, si vous dites à des gens, la coopération est essentielle pour nous. Oui, bon, tout le monde est d'accord là-dessus. Je veux dire, ça ne mange pas de pain d'être d'accord. Mais qu'en même temps, vous dites aux gens, c'est une valeur fondamentale, nous devons mettre en place des coopérations chez nous, de travail transversal, etc., et que vous continuez à évaluer, rémunérer, promouvoir, récompenser tout le monde sur une base strictement individuelle, alors dans ce cas-là, vous créez un écart, une contradiction entre le contexte dans lequel vous mettez les gens et le message que vous leur envoyez. Et comme les gens sont intelligents, ils s'adapteront toujours au contexte et oublieront le message. Et là, alors, les entreprises butent sur quelque chose qu'elles n'arrivent pas à faire. Et moi, je l'ai écrit dans le livre Il n'est pas dans son pays. Excusez-moi, est-ce que vous pouvez me redire, c'était quoi le premier point? Parce que vous avez dit le deuxième, c'est les injonctions sur les valeurs. Le troisième, vous venez de le développer, donc mettre un contexte pour que les personnes... C'est l'approche, le troisième, c'est une approche stratégique et systémique. Voilà. Non, le premier, c'était ça que je cherchais. Le premier, c'est toujours le management par la règle. Ah oui, le management par la règle. Oui, oui, d'accord. Alors, en fait, moi, mon idée, attendez, je note, voilà. Ma réflexion, ma question, c'est est-ce que, ok, je suis d'accord, de toute façon, je suis d'accord avec vous sur le fait que les collaborateurs ont besoin énormément d'autonomie. Je me demande aussi, est-ce qu'ils n'ont pas besoin, alors énormément aussi, de sens et de ne pas perdre leur temps. Et en fait, moi, ce que je constate dans les projets que j'ai menés, donc de manière coopérative ou collaborative ou en intelligence collective, c'est que les personnes, si elles sentent que ce sur quoi elles sont mobilisées, encore une fois, dans un cadre de manière ponctuelle, fait sens et qu'elles sont valorisées par rapport au travail qu'elles ont fourni, donc qu'elles y trouvent aussi de la reconnaissance et voilà, une reconnaissance en fait, et de la valorisation, il me semble
qu'elles y trouvent qu'elles y trouvent un certain intérêt et que ça marche en fait. Je n'ai rien de particulier à dire sur ce que vous venez de dire. Bien sûr que ça marche, mais ce sera insuffisant, à mon sens. Hein. J'essaie d'être prudent, hein, je ne veux pas vous décourager. Hein. Non, 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 non. Et à mon sens, comment dirais-je, ça sera insuffisant pour réellement créer de vraies coopérations au sein de l'organisation. Ce sera insuffisant. Et vous ne pouvez créer de vraies coopérations au sein d'une organisation que si, pour les acteurs, vous avez créé les conditions qu'il faut que cette coopération, c'est pas qu'il soit reconnu, c'est pas que, etc. Cette coopération devient quelque chose de rationnel pour eux. Voilà. Ouais. Et donc, vous voyez, moi, quelquefois, quand les gens me disent, quand les employés me disent, il faut qu'on travaille sur la coopération, est-ce que vous pouvez nous aider? Je leur dis, mais vous voulez instaurer la coopération, pourquoi en fait? Parce que chez nous, les gens ne coopèrent pas. Alors, moi, je leur dis toujours, mais est-ce que vous posez la question d'abord de savoir pourquoi ils ne coopèrent pas? C'est-à-dire, et la plupart du temps, on cherche à résoudre un problème qu'on ne connaît pas. Oui. La première partie de la démarche, c'est de comprendre pourquoi ils ne le font pas. Alors, comme le principe de base de la sociologie des organisations, qui, quand on veut faire le savant, on appelle la rationalité limitée, et quand on veut que les gens vous comprennent, on appelle ça l'intelligence de l'acteur. Donc, si vous avez vraiment ce background derrière vous, qui sont quand même, je incite toute la méthodologie et l'appareil conceptuel de la sociologie des organisations. Parce que moi, vous voyez, madame, ce qui m'affole, c'est que je vois des tas de gens qui travaillent sur les organisations, tout ça, etc., et qui n'ont aucun background intellectuel spécifique. Donc, c'est leur imagination, c'est leurs sentiments, c'est leur ceci, c'est leur cela. Non, les organisations, c'est complexe. La sociologie des organisations, ça s'est développé à travers le temps, à travers des concepts qui ont été petit à petit élaborés, etc., et qui forment aujourd'hui un corpus solide qui vous permet de comprendre un certain nombre de choses qui n'apparaissent pas à l'œil nu dans les organisations. Donc, moi, personnellement, l'émotionnel ou le je sens ça, ou tiens, je me suis fait... Non, j'y crois pas. Vous voulez faire quelque chose. Vous voulez que les gens coopèrent? OK, on va faire une analyse stratégique et on va essayer de comprendre pourquoi, dans votre organisation, les gens ne coopèrent pas. Une fois qu'on aura compris ça, ils ne coopèrent pas parce qu'ils sont intelligents et non pas parce qu'ils ont de mauvaise volonté ou si vous voulez. On se pourra se demander à partir de là quels sont les leviers sur lesquels on peut agir pour que effectivement la coopération devienne un comportement intelligent pour eux. Voilà. Mais alors, quand vous énoncez des choses comme ça, c'est complexe. C'est complexe. Alors que quand vous dites, vous savez, chef, on va vraiment leur dire que c'est pour nous une valeur fondamentale. Vous voyez, regardez comment ça se passe. Vous dites aux gens, faites une réunion formidable. On va donner du sens. Donc, vous arrivez, et puis vous réunissez toute une série de gens, et vous dites, voilà, je vais vous expliquer pourquoi la coopération, c'est essentiel. Et vous montrez des tableaux en disant, voilà, quand on travaille un travail segmenté, voilà le résultat que ça produit, voilà le nombre de rebuts que nous avons, voilà les dérives de coûts que nous avons, etc., etc. Regardons maintenant, quand on coopère, à quel point on arrive à réduire les coûts, réduire les rebuts, etc. Tout le monde est convaincu, les gens sont intelligents, il n'y a pas de problème. Donc tout le monde est d'accord, il faut coopérer. Donc là, il y a du sens, vous avez donné du sens. Mais le problème, c'est que, madame, il y a une énorme différence dans les organisations entre l'acceptation de quelque chose qui est démontré et dont on saisit l'utilité et la réaction que l'on a quand ça s'applique enfin à soi-même. Eh bien, ce n'est pas la même chose. Donc voilà. Donc le problème, ce n'est pas de convaincre les gens. On ne convainc jamais personne dans les organisations. Le problème, c'est de les mettre dans des contextes qui soient favorables. D'ailleurs, parce que j'ai écouté l'autre soir là, Macron, et à un moment, il a lâché une phrase qui m'est allée droit au cœur. Nous sommes dans une époque de décontextualisation. Eh bien, il a raison.
Nous sommes dans une époque de décontextualisation, non pas seulement pour lui quand il dit des choses pas bien, c'est ça, il s'agissait, mais dans l'entreprise aussi, nous sommes dans une époque de décontextualisation. Et c'est d'ailleurs pour ça que vous voyez apparaître des dizaines et des dizaines de milliers de coachs, parce que comme on n'arrive pas à résoudre les problèmes au niveau de l'organisation elle-même, parce que c'est trop compliqué, on essaie de les résoudre au niveau des individus en coachant les individus au mieux que l'on peut. Oui, bah ça c'est le côté, oui, ça c'est le travers, c'est quand on, ou le travers des risques psychosociaux, c'est on va aider la personne à résoudre les problèmes qu'elle subit, alors qu'il y a beaucoup de choses qu'elle subit par l'organisation. Ce que je voulais vous dire, c'est que, juste pour vous expliquer un petit peu ma démarche, et justement, et par rapport, parce que moi, je me méfie aussi beaucoup des injonctions, il faut faire comme si, les valeurs, etc. Et le discours, la différence entre le discours et la réalité. Je voudrais juste vous expliquer en quelques mots comment je m'y prends pour avoir votre regard critique sur ma manière de voir les choses et de faire. En fait, moi, je suis vraiment, mon approche, elle est vraiment ancrée sur le terrain. Et donc, ma manière de faire, c'est de partir d'une problématique. Un client vient me voir, par exemple, le dirigeant d'une PME de 200 personnes, Nicolas Industries, gros constructeur de convois exceptionnel, qui me dit, moi, mon problème, c'est que je souffre de la culture très patriarcale de mes prédécesseurs et j'en ai marre que mes collaborateurs, ils viennent me voir sans arrêt pour me demander de trancher parce qu'ils n'arrivent pas à décider, à prendre une décision par eux-mêmes. Donc, ils viennent voir le chef pour qu'il tranche. Donc, il me dit, moi, je voudrais responsabiliser mes équipes, les rendre plus autonomes, responsables et les aider à trouver des solutions ensemble. Et en fait, moi, comment je m'y suis prise, j'ai dit, OK, très bien. Donc déjà, si vous voulez les responsabiliser, il faut leur envoyer un signal comme quoi vous leur faites confiance. Donc, ce que je vous propose, c'est de leur présenter ma démarche. Enfin, on a choisi un groupe de participants qui sentaient en fait être dans la bonne posture aussi, enfin, voilà, des candidats un peu idéaux. Je leur ai présenté la démarche et je lui ai dit, il faudra que ce soit eux qui choisissent les sujets sur lesquels ils ont envie de travailler, et que ce ne soit pas vous qui vous les donniez, qu'ils leur donniez pour bien leur montrer que vous leur faites confiance. Et que même si c'est comment mieux améliorer la gestion de nos congés ou la cantine ou le sapin de Noël, euh, vous laissez faire. Et de fait, ils sont partis sur des vrais sujets qui étaient des sujets importants. Et donc, à titre anecdotique, une des problématiques, alors comment je m'y suis prise? J'ai donc rencontré ces personnes, ils étaient une douzaine, et je leur ai dit, bah, proposez-moi des sujets problématiques de votre entreprise que vous souhaiteriez régler. Donc là, ils ont proposé plein de choses et ensuite, je leur ai proposé de voter sur les sujets sur lesquels ils voulaient travailler. Ils sont répartis en sous-groupes et ils ont travaillé sur leurs sujets. Et un des sujets, c'était comment faire pour convaincre le DG de rendre la réunion machin chose obligatoire. Donc là, on était vraiment dans... C'était une illustration de ce qu'ils m'avaient présenté. Et donc, je les ai amenés, eux, en partant d'eux et en partant de leurs problématiques, à, et donc, en fait, ils étaient motivés. Il y a cette question, et puis ils avaient besoin d'être assurés sur le fait que ce qu'ils allaient trouver comme solution pourrait être expérimenté, mis en place, développé, etc. Mais il y a eu un sens et c'était des ateliers donc, qui étaient cadrés dans le temps. Et donc là, j'ai réussi à mettre en place en fait une condition de coopération qui était du court terme pour régler un problème spécifique en fait. Et donc ensuite, et moi, mon objectif, c'était vraiment de les responsabiliser. Il y avait deux objectifs, en fait. Il y avait qu'ils trouvent une solution par rapport à leurs problèmes de réunion et surtout qu'ils se responsabilisent et qu'ils apprennent à travailler ensemble. Donc, en fait, c'était aussi intéressant parce que déjà, leur problématique, donc je leur ai dit, OK, c'est ça votre problématique. Moi, je n'aimais pas de jugement, je suis juste là pour guider, je n'interviens pas sur le contenu. Donc, je leur ai demandé qui est concerné par ce sujet de réunion que vous voulez rendre obligatoire. Enfin, demander au DG qu'il la rende obligatoire.
Alors, ils me disent, bah, il y a le directeur marketing, le directeur financier, etc. Je dis, OK, très bien. Donc, je leur ai demandé, c'est quoi les besoins de ces différentes personnes? Donc, il y avait tous avaient le besoin de ne pas perdre son temps. Et en gros, la problématique, elle s'est transformée à comment faire pour que la réunion soit intéressante pour tout le monde, profitable pour tout le monde. Et là, ils sont partis dans des recherches de solutions sur une usine à gaz, en fait, une réunion avec des entrées et sorties par tiroir, un truc qui était voilà, une très mauvaise piste d'après moi. Donc, mais ils se challengeaient, moi je guidais le process et au final, ils ont eu une révélation. Ils se sont dit, en fait, ce n'est pas une réunion qu'il nous faut, c'est une personne qui a une mission d'aller collecter l'information auprès de différentes personnes. Et donc, ils ont développé ça, ils l'ont prototypé, ils l'ont testé, ils ont pu, etc. Et, et donc, je vois que sur ce temps-là donné, qui est vraiment cadré, spatialement, temporellement, et je les voilà, où je cadre et je les guide, ils arrivent à coopérer. Et en fait, c'est ce genre de choses que j'essaye de mettre en place et je l'ai fait aussi. Donc là, c'était assez petit comme projet, mais je l'ai fait aussi sur une plus grosse ampleur pour Orange. Pendant 6 mois, des personnes comme ça à mi-temps ont re-questionné des problèmes et ont collaboré pour trouver des solutions. Et moi qui n'avais jamais fait de management, j'ai eu zéro souci de management, en fait. Il y avait une espèce de... Ils étaient fédérés, ils étaient engagés, ils avaient juste besoin d'être assurés sur le fait qu'ils n'allaient pas bosser pour rien. Donc, régulièrement, je disais à mon client qu'ils avaient très peur que leurs idées soient pas reprises. Et je suis tombée sur le client parfait, Nicolas Ruel de chez Orange, qui valorisait à chaque prise de parole le projet alors qu'il ne savait pas ce qu'allait en sortir. Et à la fin, il leur a donné la parole pour qu'eux-mêmes aillent présenter les solutions qu'ils avaient élaborées à leurs collègues. C'était une entité de 400 personnes éclatées à l'international. C'était un projet tout en visioconf, c'était en 2004, donc c'était bien avant, enfin on a galéré avec les outils. Et en fait, ils ont été super engagés, ils ont coopéré jusqu'au bout du projet. Et j'ai eu zéro souci de management. Et après, ils ont recruté quelqu'un en interne pour déployer les solutions. Et j'ai interviewé cette personne qui m'a dit que pour lui, son travail avait été énormément facilité parce que en fait, les solutions étaient perçues comme légitimes car venant du centre de gravité de l'organisation. Et que le middle management n'avait pas émis de résistance parce que quelque part, ils avaient été pris en étau entre l'équipe du terrain, parce que c'était des first line managers, hein, c'était vraiment et la direction qui valorisait le projet sans savoir ce qu'elle allait en sortir. C'est là où c'était pour moi une belle, enfin assez idéal, parce que je ne l'ai pas retrouvé hein, quand même, ce cas-là. Voilà, donc tout ça comme c'est la manière dont je fonctionne, en m'appuyant aussi sur le design, en travaillant avec des designers, parce que les designers, ils ont un mode de pensée aussi qui sort du cadre, et aussi ils ont cette capacité à mettre en forme les choses, donc ça permet en intelligence collective d'y voir plus clair et de mettre à distance nos biais cognitifs, parce que visuellement, on aurait tendance à croire que ça, c'est ça. Enfin, le biais de confirmation, on veut mettre l'accent sur telle ou telle chose, mais visuellement, ça nous dit autre chose. Donc, on se dit, ah, peut-être que je me trompe là quand même. Voilà, donc des choses comme ça qui sont... enfin, l'apport du designer est aussi intéressant. Donc, voilà ma manière de travailler. Et ben, je ne sais pas comment ça résonne. Non, non, moi je trouve que je n'ai rien à dire. Alors là, je me garderai de toute critique. D'abord parce que si vous dites que le résultat est bon, c'est que l'approche est bonne. Bah, voilà, enfin, oui, le résultat, sincèrement, est satisfaisant. La difficulté, après, c'est ce qui en est fait, parce que bah, après, une fois qu'il sort du cadre, là, et puis il suffit que ça change de dirigeant. Par exemple, chez Nicolas Industrie, il est parti. Et le nouveau dirigeant a dit non, mais moi, tout ça, ça ne m'intéresse pas. Non, le risque que vous pourriez avoir, mais j'en sais rien, encore une fois, je peux étudier votre sujet, c'est, vous voyez, c'est comme les expériences d'Elton Mayo à la Western Electric. Hein, c'est-à-dire, vous vous rendez compte petit à petit que vous mettez des gens en situation expérimentale, etc., etc., et ça marche bien parce que c'est le fait qu'il soit en situation expérimentale qui fait que ça marche bien, si vous laissez. Voilà, et donc, reste à savoir ensuite si ce que vous avez développé très bien, comme vous l'avez fait, une fois que ça va rejoindre un processus de fonctionnement normal,
ça pourra se poursuivre. Voilà, où on reviendra plutôt aux autres. C'est pas forcément non plus sa finalité. Disons que c'est parce qu'effectivement, ça diffuse des choses dans l'entreprise que je maîtrise pas. Et puis ben, après, enfin, voilà, il y a toute l'entreprise. Ça rentre en confrontation avec l'entreprise et sa culture et et ses process, son organisation, enfin tout. Mais en tout cas, le temps pour régler un problème spécifique, ça marche, à mon sens, beaucoup mieux que les démarches des cabinets de conseil où ce sont eux qui font leur diagnostic complètement déconnecté de la réalité, qui imposent des choses déconnectées de la réalité, qui suscitent de fait des résistances et qui est pour moi une perte d'argent, de temps, etc. Et de désengagement, et que ça crée du désengagement pour les collaborateurs. Donc, je dis pas que ça de là transformer complètement l'entreprise, non, là, mais par contre, pour résoudre un problème, pour mener un projet ponctuel, je pense que ça marche. Et il y a une banque espagnole qui s'appelle BBVA, qui avait intégré le design thinking au départ pour améliorer l'offre pour ses clients, qui se sont rendus compte que c'était aussi très pertinent pour améliorer le fonctionnement de l'entreprise. Donc, pour moi, c'était un super modèle parce qu'en gros, c'était ma vision des choses. Et ils avaient mis plein de formations, plein de projets avaient été menés avec cette approche-là. Donc, ils avaient réussi une belle transformation culturelle. Enfin, en tout cas, rien n'est jamais parfait, mais en tout cas, ils avaient passé un cap. Et j'ai interviewé cette personne qui m'a dit que elle était sur le point de démissionner. Ça, c'était il y a plusieurs années parce que le directeur général venait de changer et il allait mettre tout ça à la poubelle. Il allait arrêter tout ce programme et ces projets. Donc, bon, voilà. Donc après, je pense qu'il y a des choses qui sont restées dans la culture d'entreprise, mais je pense qu'effectivement, ça n'a pas pu. Et votre approche, là, telle que vous venez de la décrire, vous l'avez formalisée un peu? Oui, en fait, je l'ai formalisée, je la transmets en fait. J'ai créé une formation. En fait, moi, je mène des projets. Et maintenant, je suis aussi organisme de formation. Donc, j'ai créé une formation qui est certifiante, reconnue par France Compétences depuis l'année dernière, depuis juin 2020. Et j'ai formé 140 personnes à ma démarche et j'essaye de faire vivre. Mon objectif maintenant, c'est de faire vivre aussi cette petite communauté pour qu'ils s'entraident. Donc, à chaque fois, moi, puis j'ai une grande... j'ai une grande aussi conviction, c'est qu'on apprend en faisant. Donc, c'est jamais parfait, mais l'idée, c'est de toujours apprendre, de chercher le sens et apprendre de ce qu'on fait. Vous travaillez toute seule? Oui. Enfin, je travaille, je suis seule dans ma structure, mais je travaille avec des designers, des anthropologues quand j'ai besoin. Enfin, voilà, j'ai des partenaires, je travaille en réseau, une chouette équipe de personnes que j'apprécie beaucoup. Et je fais des formations, voilà, c'est des formations de 30 heures et je fais expérimenter aux personnes pour qu'elles le vivent et je leur donne ensuite des points d'attention pour qu'elles puissent le concevoir et le faciliter. Et elles ont une certification à passer, donc pendant la certification, je suis là aussi pour les aider, pour répondre à leurs questions et voilà. C'est bien, non, c'est très bien, c'est très intéressant ce que vous racontez. Ben, merci beaucoup. Moi, je ne peux que vous encourager à continuer et puis vous dire qu'à un moment donné, il faut se jeter à l'eau. C'est-à-dire quand vous sentez que les choses prennent bien, alors il faut que vous soyez vous-même capable de démultiplier un peu. C'est ce que j'essaye de faire, avec la conscience que, et c'est là parfois où j'ai des petites baisses de morale, parce qu'il y a des moments où j'ai l'impression de ramer à contre-courant. C'est pour ça que ma première question, c'était comment vous vous sentez, parce que c'est difficile, c'est complexe, et qu'on voit que c'est pas simple. Hein. C'est pour ça que ça me fait beaucoup de bien de voir ce que font les personnes que j'ai formées, de voir qu'elles arrivent à progresser. Parce que si je fais juste une formation, qu'elles sont contentes sur le moment et puis qu'après qu'elles n'arrivent rien à en faire,
enfin, je les amène, je me dis, ça n'a aucun intérêt. Et là, voilà, donc ça me fait du bien de voir qu'elles arrivent à en faire quelque chose à leur niveau, hein, même si c'est un tout petit pas, mais qu'elles arrivent à avoir un impact, aussi minime soit-il. Et je ne sais plus ce que je voulais vous dire d'autre. Ah oui, et puis j'ai conscience aussi que dans certaines organisations, faut pas y aller, quoi. Ça serait de l'instrumentalisation. Enfin, il faut que ça soit incarné, il faut que le client soit vraiment aligné et qu'il n'y ait pas un objectif caché. On Ça, va faire quoi qu'on fait c'est vrai pour un peu tout. Hein. Ce que vous dites, c'est quand vous dites que le client soit aligné, que le client comprenne ce que vous allez faire, que le client comprenne l'intérêt de ce que vous allez faire, c'est absolument essentiel. Hein. C'est ça. Et qu'ils soient en face, qu'ils comprennent. Enfin, encore une fois, il y avait cette personne, ce client modèle de chez Orange, qui comprenne qu'il doit lâcher prise, en fait, on ne connaît pas le résultat. Moi, je suis persuadée que le résultat sera pertinent, mais je ne sais pas ce que ça sera. Voilà, c'est lâcher prise par rapport à ça, et c'est pas facile dans notre culture parce que ça revient aussi à l'éducation. Moi, je pense j'aurais aussi envie d'intervenir sur le champ de l'éducation parce que cet état d'esprit-là qui vient du design, je suis persuadée qu'on avait tous ça enfant en nous, et que malheureusement, ça n'a pas été développé par notre système éducatif. C'est cette capacité à se questionner, à être curieux, à être dans l'empathie, à être à apprendre en faisant, à savoir qu'on a appris à résoudre des problèmes seuls et à nous dire si on a la mauvaise réponse, c'est qu'on a été mauvais. On ne nous a pas appris que quand on crée quelque chose de nouveau, c'est normal que ça ne soit pas parfait et qu'il faut sans arrêt le confronter à la réalité et en tirer des enseignements. Et ça, les personnes manuelles, dont les designers, elles le savent. Les peintres, ils savent que ou les personnes qui font de la céramique, elles savent que si elles prennent un nouveau matériau, il va falloir qu'elles expérimentent. C'est pas, si ça ne marche pas comme prévu, ce n'est pas qu'elles auront été nulles, c'est juste que ça fait partie de la vie, c'est normal, c'est comme ça. Bon, c'est très bien. Alors, je vous remercie. Alors, attendez, je regarde mes questions. Donc, voilà, il est 11 heures, donc je vais vous libérer, comme promis. Ok, non, j'avais une dernière question, mais vous en avez parlé au début, en fait, c'était cette notion de besoin de protection des silos, et puis vous aviez dit aussi une fois que tout le monde sait que les règles ne sont pas destinées à résoudre les problèmes, mais à couvrir ceux qui les émettent. Donc, voilà, donc les dirigeants, en fait, tout le monde a besoin de se protéger. Il n'y a pas que les collaborateurs, les dirigeants aussi. C'est clair, voilà, vous avez bien compris. Oui, c'est clair. Et donc, ceci étant dit, peut-être juste ma dernière question, comment évolue aujourd'hui cette confiance et quels seraient les prérequis, enfin c'est peut-être une longue question, pour que les travailleurs, quel que soit leur niveau hiérarchique, gagnent en confiance. Enfin, qu'est-ce qu'on peut faire pour améliorer, pour satisfaire ce besoin de confiance de tous? Oui, mais confiance en quoi? Confiance en les uns les autres, en fait, enfin, je pense. Écoutez, alors là, ce serait long à vous répondre. Je vais vous répondre d'une façon un peu artificielle. Dans mon dernier livre, j'ai consacré un chapitre entier à cette question-là. Donc, il faut lire le chapitre parce que c'est un problème compliqué. La confiance, c'est lié à l'incertitude des comportements. Voilà, c'est lié, encore une fois, à la capacité à renoncer à cette incertitude, mais en même temps, on ne peut pas renoncer à toute incertitude, etc. Enfin, c'est une question compliquée. Okay. La confiance au travail est une question très compliquée. Ok, donc je vous remercie. Donc, je vous renvoie à ça. Voilà, donc c'est un lien, une invitation à lire votre dernier livre. Voilà. Et merci beaucoup François Dupuis pour cette interview. C'était passionnant. Je vous remercie d'avoir répondu à mes questions. Et donc, si vous en êtes d'accord, je le publierai. Mais je vais attendre. Enfin voilà, si vous voulez, vous pouvez le réécouter si vous voulez. Voilà, non, des choses.
Ok. Bah, publié. écoutez, je vous remercie C'est beaucoup. comme ça. Je vous en prie. Et je vous remercie vivement pour votre accessibilité. C'est vraiment très gentil Et- et appréciable. Et je sais qu'il y a allez, déjà des personnes qui... je vais vous poser une question. Pourquoi ne serais-je pas accessible? Parce que beaucoup de personnes ne sont pas accessibles. Bah, déjà, c'est... Enfin, voilà, c'est tout simplement. Donc, les personnes qui le sont, enfin, voilà, je vous en remercie. D'accord, parce que moi j'essaie de répondre à tous les gens qui m'écrivent, il y en a beaucoup qui me posent des questions. Ouais, je sais pas, c'est normal, c'est comme ça qu'on crée aussi une espèce de communauté de gens qui réfléchissent sur les mêmes questions. Voilà. Mais enfin, c'est bien parce que justement, je pense que ça permet de réfléchir à plusieurs de manière plus constructive. Ben, Voilà. merci beaucoup pour ça. Je vous Et souhaite une bonne journée, je vous souhaite très de bonne bonnes journée. Merci. Au revoir.